Bonjour à tout le monde, bonjour Patricia. Bonjour Françoise. Et nous accueillons aujourd'hui une troisième personne, comme nous l'avons déjà fait avec la kinésiologie. Cette fois-ci, c'est Céline Duvernois, qui est comme nous psychogénéalogiste, mais qui est aussi ce que j'avais l'habitude d'entendre appeler psychophanie, et qui maintenant a un peu changé de nom, qui s'appelle technique de communication d'inconscient à inconscient, qu'elle enseigne aussi et qui est une technique qu'on utilise quand on a besoin d'aller plus loin dans l'étude de l'arbre. Peut-être Céline l'utilise tout à fait différemment, mais en tout cas, voilà, je vais tout de suite lui laisser la parole pour éviter donc de trop me hasarder à donner mes interprétations et la laisser nous présenter et vous présenter surtout ce que c'est. À toi, Céline. Et bonjour Céline. Bonjour, bonjour et puis merci de m'avoir invité. Donc oui, pour faire le petit historique jusqu'à, on va dire, l'outil que je pratique actuellement, qui est en effet la TCI, qui est technique de communication d'inconscient à inconscient. En fait, il a commencé, moi j'ai découvert déjà l'outil de la psychophanie au cours de ma formation en analyse transgénérationnelle, puisque c'est un outil qu'on utilisait pour aller un peu plus loin dans l'arbre. À partir du moment où on avait repéré certains traumas chez des ancêtres pour essayer de comprendre un peu ce qui avait pu se passer. Et on considère qu'on porte en nous, dans notre inconscient, en plus de l'inconscient individuel, on porte en nous l'inconscient familial et notamment ce qu'on appelle les mémoires d'ancêtres en nous. Et voilà, du coup, c'est un petit peu cet outil qui a été utilisé par Didier Dumas pour essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de l'arbre. Donc voilà. Et donc, il se trouve que donc, par la suite, à la suite de ma formation en analyse transgénérationnelle, je me suis formée donc, à cet outil qu'est la psychophanie. Du coup, pour un bref historique, donc c'est un outil qui a été développé par Anne-Marguerite Vexio en 1998. Elle était elle est orthophoniste de formation et elle s'est intéressée notamment aux travaux de Rosemary Crossley, qui était une pédagogue australienne et qui avait créé, elle, ce qu'on appelle la communication facilitée, qui est, on va dire, l'ancêtre de la psychophanie. Et c'est un outil de communication qui permettait d'accompagner les enfants ou adultes, hein, polyhandicapés ou autistes non communicants. Et le but étant d'obtenir en fait des informations factuelles de la vie courante ou des confirmations que ne connaissait pas l'entourage, que ce soit les parents ou les personnes aidantes autour d'eux. Et on s'est servi, elle a eu cette idée de se servir d'outils et notamment le clavier et donc en fait on se servait de l'impulsion de la main de l'enfant pour accéder à des informations. Donc au départ c'était vraiment des images, des mots et petit à petit voilà, elle s'est servie du clavier et elle a eu l'idée donc d'utiliser la main voilà, de ses enfants pour avoir cette impulsion sur les lettres. Et petit à petit, ça a donné cette idée de communication. Donc voilà, on a commencé à avoir des mots, puis des phrases, donnant des accès à des informations. Donc c'est de là qu'est partie, on va dire, cette première idée de communication facilitée. C'était, on va dire, sur la partie consciente. Donc Anne-Marguerite Vexio en France a importé, on va dire, cette pratique et ensuite elle l'a développée finalement à ce qu'on a appelé donc ce qu'elle a rebaptisé en 1998 la psychophanie, qui signifie psycho signifiant âme et phanie signifiant révélation ou révéler. Donc l'idée c'était de mettre à jour des contenus psychiques, l'expression de ressenti et du coup, notamment, c'était avoir accès à une partie non consciente. Et donc, c'était ça la nouveauté de la psychophanie qui se distinguait de la communication facilitée. Donc c'est un outil qui peut être assez
assez troublant. Mais donc, en gros, bah, d'une certaine façon, c'est une forme de connexion télépathique qui se fait entre donc la personne qui vient consulter, on va l'appeler la personne facilitée, c'est pour le petit jargon de la psychophanie, et le facilitant, la personne facilitante, ça va être la personne qui va retranscrire sur le clavier ou par écrit. Voilà, l'idée, c'est qu'il y a un support écrit entre eux. Et donc, il y a une préparation, une formation. Voilà, tout le monde peut y arriver, mais donc, voilà, à l'aide d'une formation, pour pouvoir, du coup, capter des mots, des phrases de la personne qui vient consulter. Et on va se rendre compte que, bien sûr, j'allais dire, le pan est large, puisqu'en fait, ça va aller, on va dire, du conscient jusqu'à l'inconscient. Donc, en fait, c'est vrai que souvent, j'explique aux personnes qui viennent me voir comment ça se passe, c'est que c'est d'une certaine façon comme une radio, c'est-à-dire que la personne qui vient, la consultante, sa partie consciente ou inconsciente, va émettre une onde et que la personne facilitante, à savoir le psychophaniste, on va l'appeler comme ça, va recevoir. Et c'est simplement connaître la façon de lire et de capter ces informations qu'on retranscrit après. Donc voilà en fait le principe. Et donc les personnes qui viennent souvent viennent soit pour des questions personnelles, pour des problématiques qui peuvent être de tout ordre. Ça peut être des blocages, des difficultés relationnelles, des questionnements par rapport soit à un traumatisme, à une phobie, ou aussi à certaines amnésies des fois aussi qu'on peut avoir, notamment par rapport à l'enfance. Et l'idée, c'est voilà, ça permet en fait d'avoir accès pour les personnes à des parties d'elles qui sont en elles, mais auxquelles elles n'ont pas toujours connaissance. Et c'est aussi un autre moyen. L'autre exemple que j'utilise souvent aussi, ça ressemble un peu comme dans un jeu vidéo où des fois, on peut changer d'angle de vue. On peut être dans le personnage ou à l'extérieur du personnage. La psychophanie, cet outil permet aussi d'avoir comme ça un miroir de nous-mêmes, mais, mais vu d'une autre façon, sous un autre angle. Donc c'est vrai que c'est en ça que c'est intéressant. Et enfin, donc voilà, le travail, voilà, une des là, j'allais dire ce pourquoi je suis sollicitée en grande partie, c'est donc cette dimension donc, ce qu'on appelle transgénérationnelle qu'on a développée là, avec ce qu'on appelle la TCI, technique de communication d'inconscient inconscient, où on a développé l'approche avec le transgénérationnel. C'est-à-dire que là, ce sont les personnes qui viennent sont des personnes qui ont déjà travaillé sur leur arbre, qui ont déjà fait un travail sur elles et qui souhaitent aller plus loin dans la compréhension des traumas d'ancêtres, de leurs ancêtres. Et donc là, on va se connecter à la mémoire transgénérationnelle en elles. Voilà, et donc on va s'adresser à une mémoire, entre guillemets, identifiée d'un ancêtre pour accéder et obtenir des informations complémentaires de ce qu'on peut avoir. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Et puis, c'est vrai que voilà, je parle pour Patricia, mais c'est qu'elle est comme moi, elle en a fait. Il y a quelque chose de très mystérieux, quoi, parce qu'on dirait soit de la télépathie, soit quelque chose de médiumnique, et c'est pas ça du tout en réalité. C'est une technique qui Alors, s'apprend. oui, tout à fait. Alors, c'est un fait, souvent les personnes, en effet, quand on fait des séances, disent, ah bah, vous avez un don. Et sincèrement, à chaque fois, je leur réponds que quand bien même, selon telle ou telle personne, on peut avoir des prédispositions, entre guillemets, médiumniques ou certaines sensibilités, c'est quelque chose que je ne savais absolument pas faire avant de faire la formation. Euh, et c'est quelque chose qu'on ouvre et qu'on ferme, c'est-à-dire on se met à disposition pendant la séance, on capte, et puis voilà, puis après ça s'arrête. Alors que voilà, des fois, certains dons, entre guillemets, médiumniques peuvent se manifester, ou que ce soit des rêves prémonitoires ou des flashs, sans qu'on le maîtrise. Donc là, ça n'a rien à voir. Donc, d'une Ouais. certaine façon, alors, médium, c'est-à-dire que ce que ça rejoint, c'est que il y a une forme de canalisation, mais c'est ce qu'on appelle une communication, je dirais,
qui est transversale, qui est horizontale, c'est-à-dire que c'est d'inconscient à inconscient. C'est pas une communication qu'on va capter d'on ne sait où, enfin de là-haut, voilà, c'est pas au sens vertical, comme peut-être peuvent le faire certains médiums qui disent, par exemple, parler, échanger, dialoguer avec des défunts, des âmes défuntes, si on parle de ça. Là, on est vraiment axé sur ce que l'on porte dans notre inconscient, dans notre âme. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on avait notre arbre en nous et que ce sont comme des mémoires résiduelles de nos ancêtres. Oui. Voilà, ça Oui, ressemble presque peut-être à une forme d'hologramme, je sais pas. J'essaie des fois de faire des parenthèses ou des parallèles avec des. Oui, voilà, avec des films. Je pense à Star Wars aussi. Là, à un moment donné, il y a un résidu, il y a un hologramme de son père qui lui parle alors qu'il est déjà mort. C'est comme un. Voilà, il y a quelque chose de. On a un disque dur, on a tous un disque dur, aussi bien de notre vie que de celle de nos ancêtres. Et voilà, c'est comme un accès à cette partie-là de soi. oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je l'ai un petit peu pratiqué à titre personnel, mais c'est surtout très intéressant dans notre pratique en tant que psychogénéalogiste, parce que au départ, donc, il y a la recherche généalogique avec les faits, les dates, et puis on avance petit à petit, et puis il y a des aspects qui sont non élucidés. Et là, on rentre dans des zones d'ombre et des zones grises. Et il est très précieux, je trouve, de pouvoir émettre un pont avec ton inconscient, puisque j'ai bien compris que tu n'allais pas agir comme une médium, et en nous connectant à nos aïeux, mais que tu Mm. nous aides à nous connecter à notre inconscient, dans lequel se trouvent des traces de ce qu'ont vécu nos aïeux, des mémoires Tout de à nos fait. aïeux. Et donc là, c'est intéressant parce que, si tu veux, à côté des informations purement généalogiques, on travaille parfois avec des états modifiés de conscience, notamment en constellation, et Oui, en se servant en fait de l'inconscient collectif. Mais il est très important de se rendre compte que nous avons un réservoir de données que nous ne savons pas savoir et qu'il y suffit il faut quelqu'un pour faciliter l'émergence de ces informations. C'est pour ça que c'est très, très précieux pour nous, psychogénéalogistes, et je sais que tu es aussi psychogénéalogiste, d'avoir ce mode de communication facilité. oui, c'est un fait que c'est un outil à part entière dans le travail voilà, en transgénérationnel de psychogénéalogie, puisqu'effectivement, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est un outil que j'utilise quand même principalement pour l'approche transgénérationnelle. Après, on peut l'utiliser à but individuel, personnel. Mais c'est vrai que ça reste un outil, c'est pas une thérapie en soi. Donc, c'est plus quelque chose qui peut être utile ponctuellement pour des fois dénouer certaines choses qui sont bloquées, qu'on n'arrive pas à bien maîtriser. Et donc ça, c'est vrai qu'en soi, ça peut être utile. Mais donc effectivement, dans ce travail de la recherche enfin, voilà, de la vie, des mémoires, des traumas de nos ancêtres, c'est un outil qui va nous servir quand on a vraiment fait déjà toutes les étapes au préalable, que sont celles, comme tu le disais, d'aller rechercher tout ce qui va être concret, des actes d'état civil, enfin de monter son arbre, son génosociogramme, et ensuite aussi d'aller compléter finalement le mythe ou l'histoire familiale qui nous a été transmise, et pour pouvoir comparer, et ensuite aller par rapport à ce qu'on aura pu repérer dans l'arbre comme répétition de dates, d'événements, de signifiants, et mettre le doigt sur un éventuel trauma qui est en lien avec notre problématique personnelle, puisque quand même, il ne faut pas oublier que le point de départ, c'est la problématique personnelle et qui nous invite à aller explorer notre histoire familiale pour voir de quoi on est quelque part tributaire ou Moi, qu'on subit, quoi. ça me fait penser aussi à la démarche journalistique qui consiste en général à corroborer les événements. Il faut qu'il y ait plusieurs sources différentes qui confirment un événement. Et là, ça permet d'avoir plusieurs voies d'accès aux mêmes informations pour qu'elles Bien soient sûr. confirmées, en fait.
Ouais, Et ouais, ouais, tout à fait. alors, c'est également une voie pour moi, de détournement du mental. Je ne sais pas si tu le formulerais de cette façon-là. C'est-à-dire, ça permet de dépasser les résistances de notre côté rationnel et en allant vers les ressources de l'inconscient qui sont là à disposition. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est. Alors, après, c'est vrai que les réactions, elles peuvent être diverses. Et puis, il y a différents niveaux, je dirais. Enfin, c'est-à-dire, quand je dis niveau, c'est-à-dire qu'il y a la. Il y a la. Il y a la. Comment dire, la TCI transgénérationnelle, mais avec, par exemple, une mémoire d'ancêtre que l'on a connue. Puisque, bien entendu, donc, hein, on est bien d'accord, on ne va se renseigner, enfin, on va dire, se connecter à des mémoires d'ancêtres, bien sûr, de personnes qui sont quand même défuntes. On ne le fait pas de manière, pour des raisons éthiques, à des personnes qui sont vivantes. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des questionnements des fois, hein, Je mais te voilà, rejoins totalement, hein. voilà, on le fait après, ou alors on va le faire différemment. Je donne juste un exemple. Par exemple, c'est vrai qu'on se pose la question à savoir, par exemple, est-ce que notre mère a fait des fausses couches ou des avortements et que c'est compliqué de lui poser ce genre de questions. Euh, on peut aller, dans ce cas, interroger notre propre inconscient pour savoir ça. Enfin voilà, on peut formuler la question, mais on ne s'adresse pas à cette mémoire comme ça, puisqu'elle est vivante. Donc voilà, et donc il y a un distinguo à faire entre les personnes qu'on a connues, donc c'est souvent le cas des grands-parents, et des arrière-grands-parents, ou éventuellement un peu plus loin encore, de personnes du coup qu'on n'a pas connues. Puisque dans ce qui va être délivré comme information, on va avoir d'une personne qu'on a connue, forcément, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de retrouver des choses qui nous ont parlé. Et c'est relativement souvent le cas. Il va y avoir des éléments qui vont, quelque part, donner une certaine forme d'accréditation, enfin voilà, de preuve qui montre que c'est bien enfin, voilà, cette mémoire d'ancêtre qui appartient bien à cet ancêtre. Quand c'est de quelqu'un qu'on n'a pas connu, bon, bah là, on se dit, c'est le flou artistique. Il peut se dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas savoir. Donc ça, c'est un fait que ce qui vient aider quand même pour le côté rationnel, et c'est tout à fait normal qu'on puisse réagir comme ça, hein. Tout le monde en a besoin quelque part, comme saint Thomas, de voir pour croire, quoi. Enfin voilà, d'avoir des preuves. Et ce que je pratique souvent en début de séance, ce que je trouve très utile, c'est ce que j'appelle l'ouverture ou l'introduction, qui là, on va dire, est une petite connexion personnelle au départ, individuelle, avant d'aller interroger une mémoire d'ancêtre. C'est une forme de météo intérieure, voilà, c'est de se dire, bah voilà, comment je vais, qu'est-ce que j'ai à me dire. Et voilà, et on laisse dérouler bah, ce qui vient se dérouler. Il n'y a pas de thématique particulière, mais ça concerne le consultant. Et, euh, et donc, assez souvent, enfin la plupart du temps, ce qui sort, bah, forcément, va concerner la personne. Donc, ça va lui parler. Donc, déjà, ça va lui donner une forme de preuve, quand elle a jamais fait ce genre de séance, de se dire, ah ben oui, ça m'appartient bien et la personne en face de moi ne connaît pas ma vie. Donc, il y a quelque chose, ça donne une certaine véracité. Voilà, donc ça, c'est un premier pont, quelque part, qui montre il y a bien une connexion. Puis ensuite, on va partir sur le travail, la mémoire d'ancêtre à interroger sur telle ou telle chose. Voilà un petit peu Je comment trouve que ça se ce qui est passe. important aussi, c'est de demander leur avis aux ancêtres. Et je suppose que tu le fais parce qu'ils ont aussi le Non, droit non, bah non, de, de se taire si non. besoin. Non, tu es pas dans En cette fait, on le fait pas. démarche-là. Non, on le fait pas puisque ça veut dire que dans ce cas, on part du principe que c'est quelque part comme si on s'adressait à la mémoire d'un défunt. Et c'est pas tout à fait pareil encore. Enfin, c'est à l'âme du défunt. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que c'est une mémoire en nous, certes, qui est vivante, qui a comme quelque part, oui, sa personnalité et la personnalité de cet ancêtre. Donc, de toute façon, si j'allais dire, s'il y a rien qui vient se dire, il y a rien qui reviendra se dire. Il y a D'accord, aussi notre partie à nous d'accord. de refoulement aussi, hein. Il y a aussi Oui, nos d'accord. résistances intérieures. Donc, de toute façon, si ça vient pas, bah, dans tous les cas, comme quelque part un travail personnel,
avec de la résistance. Si ça vient pas, on respecte, c'est que ça n'est pas prêt, ça n'est pas mûr pour sortir. Donc non, D'accord. on ne commence pas comme ça, enfin en tout cas moi dans ce que j'ai appris. En revanche, on demande toujours, plutôt que d'aller pareil directement sur une question directe, c'est on va quand même poser la question de, entre guillemets, comment vas-tu? Pareil, c'est comme une prise de température. Et là aussi, ça donne un peu un contexte. Voilà, ça donne un contexte. Voilà, c'est une première prise de contact. Puis ensuite, petit à petit, on va dérouler des informations qui vont, voilà, dont on a besoin, poser des questions, interroger la personne. Mais c'est un fait que ce qui est déroutant, c'est que même si on considère que c'est une mémoire résiduelle, ça donne quelque chose de vivant dans le dialogue, dans l'échange. Mm. Et du coup, c'est pour ça voilà, on considère qu'on a quand même comme un interlocuteur en face de nous. Voilà. D'où le fait de ne pas poser des questions trop abruptes non plus. Ouais. Moi, c'est vrai que je peux apporter mon témoignage pour avoir fait beaucoup de psychophanie, c'est communication d'inconscient à inconscient. D'abord, voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de psychophanies différentes et toutes, en fait, effectivement, elles ne sont pas un canal qui reçoit quelque chose, mais elles aident à formuler, elles aident à bien situer, en fait, la demande en ramenant à soi et en cadrant les choses. Voilà, il y a une forme de tâtonnement quand même pour arriver à poser la question suivante, pour voir ce qu'on peut faire, voilà, que j'ai trouvé commune à toutes les personnes avec Ouais, lesquelles j'ai pu faire un travail. Et puis c'est vrai que c'est très étonnant parce qu'on se retrouve, enfin moi je me suis retrouvée avec le sentiment d'avoir une interview avec un ancêtre qui avait oui, des ça ressemble à ça, tout à fait, caractéristiques c'est vrai. du vivant, de son vivant. Alors bon, voilà, j'ai pu constater qu'il y en avait qui mentaient, il y en avait qui, enfin, voilà, c'est dans ses mémoires, on va dire, hein, surtout pas les ancêtres, les mémoires, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de la personnalité de la personne qui reste. Totalement. Moi, je me rappelle d'une ancêtre qui a commencé à me parler de l'héritage, de la fortune familiale, qui venait d'avoir construit des immeubles et j'ai été vérifiée, ça se passait dans le Jura suisse, ça m'étonnait un peu que vers 1800, on puisse aller faire une fortune. Et donc, j'ai été vérifiée que non, il n'y avait pas du tout de boom immobilier à cette époque. Et j'ai cherché ce qui pouvait provoquer de la fortune. Et c'était l'horlogerie à cette époque. Et après seulement, il s'est trouvé que les choses étaient un peu désorganisées pour moi à ce moment-là. J'ai recherché dans l'état civil et là j'ai vu qu'en effet ils étaient tous horlogers, mais qu'elle m'avait mené en bateau, quoi. Et quand j'étais revenue avec mon histoire d'horloger, là elle avait dit oui, quoi. Et il y a eu des choses aussi comme si ça s'actualisait, quoi. J'avais une de mes tantes qui venait de mourir et je vais voir ma grand-mère qui est morte depuis 1971. Et ça commence, elle dit, ah, j'étais en grande conversation avec ma dernière fille, celle qui vient d'arriver. Bon, D'accord, ok. donc Ouais. voilà, c'était très étonnant. Je sais pas si toi est-ce que toi tu dirais que ça Euh, s'actualise ou non, ou que c'est. alors, comment dire, ce que je peux, non, j'ai pas eu ce cas de figure-là, par exemple, mais ce qui quand même, et donc c'est un fait, certes, ça pose question. Ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même des fois des sas comme un sas de l'avant et l'après Hmm. par rapport à la vie, quoi. Avant, enfin, et donc, il arrive parfois quand on fait justement le bonjour, le fameux bonjour, comment vas-tu, d'avoir des mémoires d'ancêtres qui semblent être dans un espèce de flou, de brouillard, qui ressemble à un entre-deux et qui montre que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, qui fait que quelque chose n'est pas terminé d'être accompli dans leur, voilà, soit dans leur fin de vie, et donc, c'est souvent, ça demande justement à avoir un peu une approche de mise en lumière. Enfin, voilà, d'où l'intérêt, du coup, de faire parler. Enfin, ce qu'on appelle quelque part voilà, la TCI transgénérationnelle, c'est quelque part la clinique des ancêtres. C'est une forme de psychothérapie des ancêtres, des mémoires d'ancêtres, quelque part. Donc, c'est faire parler des traumas, de ce qui n'a pas pu être dit, de ce qui n'a pas pu être posé, digéré comme deuil.
Et ça, c'est vraiment un travail qu'on voit pendant les séances qui vient se faire de libérer la parole de mémoires d'ancêtres qui n'ont pas pu avoir à disposition, enfin, qui n'ont pas eu cette possibilité-là, en tout cas, de sortir ça et qui vient nous soulager. Parce qu'au final, le but, c'est pour la personne qui vient consulter de soulager. Mais c'est Après, vrai qu'on sent bien ce mouvement d'ouverture de cette parole, de personnes enfin, de mémoire qui vivaient dans un autre temps où des choses étaient tabous qui ne le sont plus aujourd'hui. bien L'accès sûr, aux paroles était, on parlait beaucoup moins, quoi. On avait beaucoup moins l'habitude complètement. de parler à cœur ouvert. Déjà, la génération de nos parents, c'était tout autre chose que la nôtre. On voit bien ce mouvement où les gens progressivement, ces mémoires progressivement acceptent de parler, quoi. Ils sont Oui, oui, parfois et puis même surpris dans d'ailleurs. Ils sont parfois surpris, les Oui, aïeux, parce que moi, j'en ai, lors de mes consultations, j'ai ressenti que je surprenais un arrière-arrière-grand-père qui était étonné que je m'intéresse à lui, par exemple. C'est tout à très fait. émouvant. Ouais, Mm. bien sûr, Mais quand on a bien préparé un peu sûr. la Oui, oui. séance, Céline, tu m'as parlé de quantique. Je ne sais plus comment c'est venu. Alors, ah oui, oui, par rapport aux travaux, alors oui, là, du coup, c'est moi qui n'ai pas eu le temps d'aller regarder vraiment pour bien te réexpliquer ça, mais c'est un fait que on voit bien que, parce que c'est quelque chose qui paraît pour l'instant un peu, voilà, flou, mais voilà, il y a un scientifique, enfin voilà, un physicien quantique en tout cas, qui a vraiment mis en exergue le fait qu'il y a bien une connexion qui se traduit entre, voilà, entre nos parties conscientes et inconscientes et qui montre bien qu'il y a l'existence d'une communication télépathique quelque part. Voilà. Mm. Donc voilà, ça venait parler de cet aspect-là. La dimension Euh, télépathique. voilà, et c'est quelque chose, par exemple, qu'assez communément, on peut remarquer chez des jumeaux Mm. qui ont vraiment des sensations, des fois, pour l'un comme pour l'autre, hein, d'événements. Quand il y a des événements forts, l'un des jumeaux va ressentir ce que l'autre peut Mm. vivre. Hein. Donc, il y a vraiment. Donc, voilà, donc c'est quelque chose, c'est vrai qu'il y a encore quelques temps, on avait du mal à imaginer. Mais aujourd'hui, plus ça va, plus on avance et plus on va être en mesure de démontrer en fait ce qui se passe. Mm. Voilà, qu'il y a vraiment des connexions. Donc, ce que je voulais ajouter aussi par rapport à cette approche-là, qui du coup peut être parfois déroutante, et enfin en tout cas nous, dans notre approche, on s'intéresse bien entendu aux événements factuels. Tu vois, par exemple, tu donnais ton exemple là enfin, voilà, d'une ancienne qui te racontait là, qu'elle avait donc investi et tout dans des immeubles. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le contenu émotionnel, en fait. C'est vraiment ça qui est le plus authentique dans l'outil qu'est la psychophanie et qui nous a intéressés à développer. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on utilise. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'on puisse poser des questions concrètes hein, sur, par exemple, je ne sais pas, le nombre d'enfants. On s'intéresse, c'est vrai qu'assez souvent voilà, aux éventuelles fausses couches, avortements. Enfin, dans les dates, c'est rare qu'on demande des dates hein, quand même, mais voire même des prénoms, mais c'est extrêmement rare que ce soit, enfin c'est rare que ce soit juste, mais à la fois ça arrive. Mais c'est simplement, on met toujours, voilà, ça demande toujours du recul. C'est pas à ça qu'on s'attache. Et en plus, on part du principe que comme c'est un produit qui est issu de l'inconscient, d'une certaine façon, parfois, ça va être très concret, ce qui va sortir. Mais c'est un peu comme le conte, voilà, on le compare un peu à ce qu'on peut trouver dans des contenus de rêve, avec la part d'onirique, c'est-à-dire qu'il va y avoir du concret, il va y avoir du symbolique, du déplacement. Donc, ça demande une certaine lecture. Voilà, et c'est pour ça que c'est pas non plus à la portée, enfin, entre guillemets, de tout le monde, c'est-à-dire que on pourrait être intéressé ou curieux d'aller faire ce qu'on appelle du tourisme transgénérationnel, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un outil qui, voilà, comment dire,
qui est contenu dans un travail plus large qui est celui de la psychogénéalogie, de l'analyse transgénérationnelle. Et tu fais des psychophanies aux consultants qui viennent te voir pour faire leur arbre, ou est-ce que ce sont en Alors ça, général séparés? oui, oui, ça m'arrive, même si d'une manière générale, c'est mieux et c'est conseillé, c'est ce que je conseille souvent la plupart du temps, voilà, d'avoir vraiment les deux séparés. Bon, parfois, pour des soucis, je sais pas, d'organisation de préférence, ça arrive qu'on puisse faire les deux. Mais bon, quand il y a des événements, des points importants qui sortent souvent, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait, je propose à la personne d'aller voir un autre psychophoniste pour avoir un autre son de cloche, vous vérifier. Oui, oui. Et c'est ce que tu disais, par exemple, pour le côté journalistique, d'aller vérifier des faits, etc., auprès de différentes sources. Bon, ben là, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose que, d'une manière générale, quand il y a des éléments qui sont assez forts, et de toute façon, ça ne constitue pas, j'allais dire juridiquement, des preuves, hein. Ce sont des hypothèses. Ça nous permet d'avancer sur la compréhension de notre arbre. Mais parfois, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça peut donner des pistes réelles, et j'ai un exemple comme ça, qui peuvent être vérifiées. Et ça, c'est génial. Quand ça arrive comme ça, c'est top. J'ai eu le cas une fois pour une patiente donc, avec qui je travaillais l'arbre. Et donc, on complétait son arbre et on avait interrogé la mémoire de sa grand-mère et de ses trois autres sœurs, parce qu'elles étaient quatre sœurs et on voulait les interroger sur leur histoire familiale. Au moment où j'interroge la mémoire de la grand-mère, ça répond on oublie la cinquième. Du coup, je le comprends comme on oublie la cinquième sœur. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète et la consultante aussi. Mais elle me dit tout de suite, la consultante, c'est pas possible, j'ai mon arbre sous les yeux, elles ne sont que quatre, il n'y a jamais eu de cinquième sœur. Et je dis, bah, il n'y a pas de problème, enfin, je l'entends, c'est sorti, on laisse de côté, c'est pas grave, on continue. Et voilà. Et il se trouve que pour cette même personne, elle butait sur certaines informations qu'elle ne trouvait pas. Du coup, voilà, j'ai fait quelques recherches en généalogie pour elle. Et dans le cadre des recherches, à un moment donné, je suis allée, j'ai trouvé l'existence de cette cinquième sœur qui a bel et bien existé. C'était pas un homonyme, hein, j'ai vérifié l'acte de naissance. Et il se trouvait elle se trouvait à vraiment un endroit précis dans la fratrie au moment où en fait la mère s'était séparée ou allait se séparer et se mettre avec un deuxième mari. Et en fait, elle a été déclarée au nom du premier mari, mais la personne qui est venue faire les déclarations, c'était le futur second mari. Bon, voilà. En tout cas, c'est un truc incroyable de trouver cette information vraiment concrète et qu'elle n'avait pas. On n'a pas retrouvé l'acte de décès, donc il est possible que peut-être cet enfant n'a vécu que quelques jours et que du coup, ça n'a pas été vraiment connu, enfin, quoi que la mémoire de la grand-mère en parlait, hein. Mais bon, voilà, là, vous voyez, c'est un exemple concret d'une information que n'avait pas la consultante, qu'elle n'avait pas consciemment et que pourtant elle portait en elle et qu'on a pu vérifier par la suite. Donc, ça arrive parfois d'avoir des éléments comme ça, mais c'est bon, c'est quand même assez rare, mais ça arrive. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant Oui, ça m'est de... arrivé, moi aussi, de tomber sur quelque chose où j'ai investigué et effectivement, l'information Ça, concrète. c'est génial. Oui, ouais. C'est tout, Et c'est ce qu'on, j'allais dire, en tant que praticien, c'est ouais, c'est le vraiment rêve. un kiff, entre guillemets, parce que c'est hyper satisfaisant. Enfin, Mm. voilà, parce que voilà, nous, c'est-à-dire, on se met à disposition du consultant, on retranscrit ce qu'on capte, des informations, des histoires, Mm. mais bien entendu, on n'a pas la main dessus, on ne sait Ouais, pas ouais, si ce qui se dit est juste, pas, ne l'est pas. ouais. C'est beaucoup plus délicat que lorsque l'on fait une séance en individuel, où là, bah, on capte la partie inconsciente de la personne qui, quelque part, sauf quand il y a des amnésies traumatiques, euh, qui en général va quand même confirmer, il va y avoir des éléments qui vont lui venir, qui vont lui parler. Donc forcément, il y a quelque chose de palpable, de tangible. Là, quand on est sur des mémoires d'ancêtres qu'on n'a pas connues, Mm. Ouais. voilà.
pour autant, c'est pas qu'une affaire de connaissance, quoi. C'est vraiment quelque chose qui débloque énergétiquement des situations. D'ailleurs, on termine par un rituel ou c'est le rituel qui débloque énergétiquement, ou alors ça parachève. C'est Oui, oui, c'est tu pas as qu'une histoire de raison. Je pense qu'il y connaissance. a, il y a- effectivement, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je dirais que ça fait peut-être un peu trois étapes, un peu comme une fusée, peut-être, pour ce travail-là du transgénérationnel, de la psychogénéalogie, enfin, en tout cas, telle que je la pratique. C'est la première étape, déjà, le fait de poser l'arbre, de poser, raconter l'histoire avec, voilà, avec un thérapeute. Déjà, ça permet d'avoir des prises de conscience sur certains schémas et Mm. certaines reproductions de schémas. Donc déjà, cette première prise de conscience amène déjà une forme de libération. Ensuite, en allant interroger sur des zones d'ombre, des choses qu'on n'a pas bien comprises. Et c'est surtout intéressant aussi de comprendre comment tel événement a pu être vécu par tel ou tel ancêtre. Euh, Parce que voilà, il y a par exemple quelqu'un qui va partir, mais en fait, c'est pas nécessairement lui qui va faire fantôme. C'est le deuil, enfin, c'est son absence qui va faire fantôme. Et pas voilà. Donc, et donc, c'est intéressant de comprendre, enfin, j'allais dire, comment le père, la mère, par exemple, a vécu le décès d'un enfant en bas âge, les frères et sœurs. Et donc, c'est vraiment très intéressant de comprendre un peu comment, voilà. Donc, en général, on n'interroge pas qu'un seul ancêtre. Enfin, tout Mm. dépend de l'histoire, Ouais. mais donc il y a ça. Donc le fait aussi d'aller comprendre, de sentir dans le cadre de ce dialogue, d'une certaine façon, avec cette mémoire d'ancêtre, voilà, il y a des choses, comme tu as raison, qui vont se dénouer au-delà de l'aspect purement informationnel. On sent qu'il y a des émotions finalement qui passent. Et il y Mm. a des émotions qui se libèrent. Et souvent, déjà, à la fin du dialogue, enfin, pas systématiquement, mais souvent, ça répond en disant, ben, déjà, je me sens soulagée d'avoir pu parler. C'est la première fois que je m'exprime. Mm. Parce que des fois, il y a des secrets qui sont partis outre-tombe. Enfin, et donc déjà, ça aussi, ça fait une seconde étape, avec comme un allègement aussi pour cette mémoire-là qui est en nous. Et Mm. enfin, pour quelque part poser un acte concret de guérison de cette mémoire d'ancêtre ou de cette histoire, voilà, on va poser ce qu'on appelle en effet un rituel symbolique de réparation qui va être fait en lien avec ce que va exprimer comme besoin, comme souhait, la mémoire d'ancêtre. On termine toujours effectivement par demander ce dont la mémoire d'ancêtre a besoin. Et en fonction de ce qui va s'exprimer, on va effectivement poser un acte, c'est un rituel. Donc là, après, c'est vrai que c'est en fonction aussi des croyances du consultant, de son ouverture. Moi, là, par rapport à la formation que j'ai eue, on s'inspire pas mal de rituels type amérindien. Mais voilà, ça peut être fait aussi par rapport à notre religion. Voilà, en tout cas, la façon dont je l'ai appris, c'est plus pas par rapport à ça que à cet aspect-là, la dimension des chamanismes amérindiens. Et après, là aussi, ça demande vraiment une lecture particulière, une attention pour vraiment bien poser le rituel de manière symbolique, pour essayer de comprendre aussi, parce que des fois, derrière une demande, il y en a une autre. Donc là, ça demande quand même un certain décryptage et pas nécessairement de prendre comme ça de manière brute ou au premier degré la demande. Mm. On va le sentir de toute façon aussi, hein, si c'est juste ou non. Mm. Et voilà, et ça va dépendre aussi un peu de l'historique de la mémoire d'ancêtre. D'accord. Bon, on va bientôt terminer Voilà. puisqu'on est sur un format court. Je voulais juste te poser une question qui pourrait être développée très longtemps. Puisque c'est une technique, mais voilà, en te demandant juste de répondre brièvement si c'est possible. Comment ça s'apprend? Puisque c'est une technique et Ah pas de oui, la bien sûr, on n'en a pas médiumnité. parlé. Tout Oui, à fait. Alors, bah, la façon dont on l'a appris et dont on l'enseigne, puisqu'à mon tour, je co-anime une formation donc là, en TCI, euh, c'est vraiment d'apprendre déjà à devenir quelque part récepteur.
Donc, à accueillir et à laisser émerger à la conscience ce qui vient de l'autre. Mm. Donc, ça demande vraiment le travail, je dirais le plus gros travail, c'est surtout de mettre de côté son auto-jugement, sa censure, qui Mm. quelque part est un phénomène naturel, mais l'idée, c'est d'apprendre à faire avec. Donc, on va essayer de travailler au départ avec des formes de jeux, de visuels, d'images. On fait travailler un peu tous les sens aussi, même si au final, là, le support qu'on utilise, c'est l'écrit. Ce qu'on capte, c'est les pensées. Mais au final, on se rend compte qu'en fonction des sensibilités des différents praticiens, on va développer aussi peut-être des choses en plus. Moi, je me rends compte que, par exemple, auparavant, je captais que des mots, enfin voilà, des pensées. En fait. C'est comme si finalement, la pensée de l'autre arrive par notre propre canal de pensée. Et c'est ça qui est difficile, c'était de se dire, bon, il y a un moment donné, on décide qu'on se met à disposition de notre consultant, et à partir du moment où on le décide, tout ce qui va venir est censé venir du consultant. Mm. Donc, au tout début, c'est très difficile de faire la part des choses parce qu'on se dit, mais ça, c'est mes pensées, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est les siennes, etc. Et c'est vraiment avec beaucoup de pratique Mm. qu'on va se rendre compte que, enfin, déjà, dès le début, très vite, hein, en fait, hein, on essaye, très vite, on a du résultat, en fait. Hein. Donc, ça, c'est vrai que c'est déjà assez troublant. Mais donc, on a du résultat et ça va nous encourager à continuer. Mm. Et l'idée, c'est d'être dans un cadre bienveillant que sont les groupes de formation pour pouvoir s'autoriser, bien sûr, à se tromper. C'est tout à fait normal. Mm. Et c'est beaucoup, beaucoup de pratique et beaucoup de régularité aussi dans la pratique qui va permettre voilà, d'acquérir un minimum de confiance pour pouvoir se mettre à disposition de l'outil, mais on reste quand même pour autant toujours, même au bout d'un certain nombre d'années de pratique, prudent, c'est-à-dire avec la possibilité quand même de pouvoir faire des erreurs. L'idée, c'est important de rester à l'écoute aussi de la personne qu'on a en face de nous, même si on est quand même avant tout on se met au service et on est quand même assez focus pour restituer les informations qu'on va capter. Et on a un rôle aussi quand même d'accompagnant et d'encadrant, quand bien même nous ne sommes pas le thérapeute principal. Voilà. Donc, Donc, ce mais que, ce voilà. que je, ce que je retiens notamment, c'est la possibilité donc de donner la parole donc à nos aïeux. Ce qui est au début, quand on démarre notre démarche transgénérationnelle, bon, tout part un petit peu de soi et tout reste effectivement le relier à soi, mais pouvoir se connecter à une parole qui vient de nos aïeux, dans leur contexte, avec leurs mots, même si c'est une trace qu'on a à l'intérieur de soi, je trouve ça très, très émouvant. Bien Et sûr, c'est vrai. ce qui est impressionnant aussi, c'est que tu travailles presque à trois étages, puisque tu Mm, travailles avec ton inconscient sur l'inconscient de l'autre qui travaille aussi avec l'inconscient de ses aïeux. Donc, mm. c'est très riche. Bon. Oui, tout à fait. C'est riche et c'est passionnant d'ailleurs, puisque ça nous fait traverser quelque part des périodes de l'histoire aussi et Oui, de contextes de vie. Et ça ramène, je trouve, aussi à beaucoup d'humilité et de compréhension. Voilà, et de compréhension et de compassion aussi par rapport à tout ce qui a pu se vivre et dont on peut être voilà, encore sujet parfois de certains poids, certaines charges familiales qu'on travaille à dégager. Bon, bah écoutez, voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on a bien merci. parlé. On a dépassé À le vous, temps qu'on se disait passer d'habitude, plus. mais c'est pas grave. Alors, les phrases rituelles, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner. Maintenant, voilà, c'est tous les samedis matins que la vidéo est mise en ligne. Donc, à samedi prochain. Merci beaucoup, Céline. Au revoir, Merci Merci Céline. pour Merci merci Françoise. Patrick. Ah oui. Bonne fin de journée.